Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on regarde la toute nouvelle imprimante 3D de Ortur, la Ortur Obsidian. Apparemment, je suis le premier à recevoir cette imprimante 3D. Je ne sais pas si je vais être le premier à publier une vidéo sur cette imprimante, mais en tout cas, je suis le premier à la recevoir. Donc, je trouve que c'est quand même excitant. Mais c'est certain que ça vient avec ses risques parce que quand un produit est en début de production, normalement, c'est là que les problèmes apparaissent et ça se corrige avec le temps, avec les itérations. Heureusement, on a de la chance. J'ai eu une bonne expérience avec cette imprimante-là. Côté construction, j'ai pas aperçu de défauts majeurs qui auraient besoin d'être révisés. Et côté software, ça c'est certain qu'il y a encore quelques petits bugs au moment où je fais cette vidéo. J'ai déjà reçu 2 mises à jour, puis je pense qu'il y aura encore quelques petits trucs à régler. J'ai communiqué mes observations à Gearbest et Gearbest communique ça à Ortur, donc j'espère que ça va être corrigé bientôt. Alors comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'imprimante en détail, je vais vous montrer des tests d'impression pour vous montrer la qualité et je vais vous partager mon opinion sur l'imprimante. Cette imprimante m'a été envoyée par Gearbest, alors merci beaucoup à eux. Je ne suis pas payé pour faire la vidéo, sauf que si à la fin de la vidéo, vous décidez que vous voulez vous procurer cette imprimante, vous pouvez utiliser les liens dans la description de la vidéo, ce sont des liens affiliés et c'est comme ça que je peux continuer de publier des vidéos gratuitement sur Internet, alors merci beaucoup pour votre soutien. Alors, on se rappelle que j'ai fait une vidéo sur la Ortur 4 V2 et cette imprimante ne ressemble pas beaucoup à la Ortur 4 V2. Il y a quelques ressemblances quand même, mais cette imprimante ressemble un peu plus à une Sidewinder X1 ou une Genius, ces deux imprimantes étant de la marque Artillery. Fait intéressant, j'étais censé tester la Sidewinder X1 et la Genius, ça fait déjà un bon petit moment, mais quand on en discutait, il y avait des problèmes de logistique qui faisaient que je ne pouvais pas recevoir ces imprimantes-là ici. Et à peu près en même temps qu'il y a eu ces discussions-là, il y a cette imprimante-là qui est devenue disponible. Alors pour la Sidewinder X1 et la Genius, peut-être dans le futur, on verra. Mais en tout cas, ce sont deux imprimantes qui sont assez semblables à celle-ci. C'est tout pour l'introduction. Alors maintenant, je vais vous envoyer voyager dans le temps. Je vous envoie au déballage de cette machine. C'est maintenant l'heure du déballage de la machine et tout de suite sur le dessus, on voit le mode d'emploi pour assembler la machine, câble d'alimentation, des vis, des pieds en caoutchouc, des outils, tube PTFE, courroie, carte micro SD et adaptateur USB, pince coupante, câble USB, échantillon de PLA translucide de 200 g, un axe DZ avec sa tige filetée et son moteur, ensuite le deuxième axe DZ avec sa tige filetée et son moteur, le support à filament. Ici, on a l'axe des X avec tout le système d'extrusion. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. On retrouve ici l'entièreté de la base de l'imprimante avec le contrôleur, le plateau chauffant, l'écran tactile et pour finir, un morceau d'aluminium qui va tout en haut de la structure de l'imprimante. Voici ce qui se trouve sous le capot de l'imprimante. Alors ici, on a l'entrée électrique. Si on descend, on a le bloc d'alimentation. Et juste en dessous, on a la carte Ortur Power version 1.4 qui contient un relais. Et ce relais contrôle l'alimentation électrique de l'entièreté de l'imprimante grâce à un bouton poussoir qui est à l'avant de l'imprimante. Et ici, on a la carte de contrôle, la Ortur 6.1. Tout à l'avant, on a la carte qui contient l'écran tactile et juste à droite, le bouton poussoir qui communique avec le relais pour alimenter la carte. Et comme vous pouvez voir sur la carte de contrôle, il semble avoir une option pour ajouter du Wi-Fi. Donc ça, c'est intéressant. Et voici maintenant un time-lapse de l'assemblage de l'imprimante. Très facile, il faut simplement suivre le mode d'emploi et utiliser les bonnes vis aux bonnes places. Et voici la partie satisfaisante lorsqu'on a terminé l'assemblage. Ok, alors vous avez vu le déballage, l'assemblage, très facile et rapide à assembler, et la machine est très solide. Je vous amène voir ça de plus près. Ok, voici la machine de plus près. Comme vous pouvez voir, premièrement, on a un extrudeur Direct Drive versus la Ortur 4 V2 qui a un extrudeur Bowden. La différence, c'est que ici, mon extrudeur, il doit pousser le filament sur toute cette longueur-là versus ici, sur un Direct Drive, le filament, il entre dans le tube, mais le moteur de l'extrudeur, il est juste ici, donc il doit pousser le filament juste cette distance-là à peu près. Donc, l'avantage d'un Direct Drive, c'est que c'est excellent pour les filaments flexibles, parce que sur un extrudeur de type Bowden, puisqu'il faut pousser le filament dans tout ça, si le filament est flexible, il va être plus difficile
à pousser. Il va être porté à se compresser sur lui-même ou genre plier un petit peu dans le tube. Versus ici, le moteur, il tire à travers tout ça, mais il pousse juste ça. Donc on est très près de la source de chaleur et de la zone d'impression. Désavantage d'un direct drive, c'est que puisqu'il y a beaucoup de poids ici sur notre axe des X, en théorie, on ne peut pas imprimer aussi rapidement que sur une imprimante qui a un Bowden. Donc ça ici, c'est beaucoup plus léger que tout ça avec le moteur. On peut imprimer quand même assez rapidement, mais c'est conseillé de ralentir un petit peu par rapport à une imprimante Bowden. Donc ça, c'était la première différence entre ces deux imprimantes qui fait en sorte que cette machine-là ressemble beaucoup aux imprimantes de artillerie, donc Sidewinder X1 et Genius. Aussi, on a les câbles plats, comme ça. Donc, encore une fois, ça fait penser aux imprimantes de artillerie. Et on est de retour aux roulettes de caoutchouc sur profil d'aluminium versus la Hortur 4 V2 qui avait des roulettes en métal sur des profils en aluminium, mais avec une petite tige de métal à l'intérieur. On se rappelle que cette imprimante-là, un de ses points de vente, c'était la vitesse à laquelle elle peut imprimer. Ici, le point de vente, c'est pas ça. Ici, le point de vente, c'est vraiment le fait qu'on a le auto-leveling et le direct drive pour faire du filament flexible. Donc, si on commence à l'avant, on a un interrupteur ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on active l'interrupteur de l'alimentation. Là, il n'est pas branché, mais lorsqu'elle est branchée, on active cet interrupteur-là. Et ensuite, on appuie ici et ça active un relais qui permet de faire allumer la carte mère et l'écran, et donc l'imprimante au complet. Le fait que cette imprimante-là soit contrôlée par une petite carte avec un relais, ça apporte quelque chose d'assez intéressant. Ça fait en sorte que si l'imprimante détecte une surchauffe, au lieu de juste se mettre en pause, elle va pouvoir complètement couper l'alimentation par elle-même. Et aussi, j'ai remarqué que lorsque l'imprimante est en veille, quand elle n'est pas en train d'imprimer et quand elle n'est pas en train de chauffer, si elle reste en veille pendant un certain temps, elle s'éteint automatiquement. Donc, par exemple, si vous allumez l'imprimante, puis vous allez faire quelque chose d'autre, vous oubliez que vous avez allumé l'imprimante, elle va s'éteindre toute seule. Et même chose, lorsqu'une impression est terminée, après un certain temps, lorsqu'elle va avoir refroidi, l'alimentation va se couper au complet. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est un concept que je n'avais pas vu sur les autres imprimantes que j'ai testées et je pense que ça va devenir de plus en plus populaire parce que, en principe, j'ai une AlphaWise U20 Mix qui s'en vient, une imprimante à 2 extrudeurs. Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit bouton ici aussi. Donc peut-être qu'elle a le système de relais aussi. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui va devenir populaire dans le futur. Quelque chose que j'aime bien au niveau des courroies et de la poulie, et c'est quelque chose qu'il y a aussi sur la Hortur 4 V2 et j'avais pas remarqué, c'est que si je veux bouger la poulie, tout ce que j'ai à faire, c'est tourner cette petite vis-là ici. Ça va venir tirer sur ça qui tient la poulie et ça va tendre ma courroie. Il y a certaines imprimantes où est-ce qu'il faut qu'on bouge tout ce module-là au complet et il y en a que c'est juste la moitié du module qu'il faut bouger. Là, ici, on peut y aller juste à la main comme ça, donc je trouve que c'est quand même intéressant et c'est la même chose pour l'axe des X. On peut tout simplement tourner comme ça, puis ça va tendre la courroie. Donc, c'est quand même bien mieux que les imprimantes qui ne permettent même pas d'ajuster et qu'il faut aller tout en dessous, jouer avec des attaches plastiques. Beaucoup mieux comme ça. Donc, écran tactile ici, bouton reset juste là. Sur le côté, on a notre interrupteur on-off avec la prise d'alimentation. De l'autre côté, on a la carte micro SD qui va ici et le fil USB qui va là. Pour faire le positionnement initial de l'axe des X, on a un tout petit interrupteur ici. Pour l'axe des Y, on a une limit switch plus normale. Et pour l'axe des Z, on a un capteur à effet Hall. C'est quand même drôle que ce soit 3 interrupteurs différents pour chaque axe, mais en tout cas, tout fonctionne. Si on regarde de l'arrière, on voit qu'on a 2 moteurs pour notre axe des Z avec les tiges filetées. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tout en haut, les tiges filetées sont reliées par une courroie de synchronisation. Alors à partir du moment où on est certain que notre axe des X est bien droit, on est certain que nos 2 axes ne peuvent pas se désynchroniser d'une manière ou d'une autre. Dès que je fais tourner un axe, forcément, l'autre va bouger à cause de la courroie. Le capteur auto-leveling, initialement, il était sur cette pièce-là ici. Le problème de cette pièce,
c'est ça. Elle n'était pas imprimée de façon très solide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié ce modèle-là à l'ordinateur et je l'ai imprimé, mais cette fois-ci, je l'ai imprimé en filament flexible. Donc, ça bouge un petit peu comme ça, mais ça bouge pas de haut en bas, donc ça peut pas fausser le signal. La raison pour laquelle j'ai fait ça en filament flexible, eh bien, c'est parce que quand je viens visser ici pour serrer le capteur, puisque c'est flexible, je suis certain que ça ne va jamais briser. Mais ici, je pense que leur pièce a juste été imprimée trop rapidement. Je pense que si ça avait été imprimé plus lentement, même si c'est sur du PLA, ça aurait dû être plus solide que ça normalement. Alors le fichier pour cette pièce-là ici, ça va être disponible sur mon site web et comme je vous ai dit, normalement, ça devrait être imprimable aussi en PLA. L'extrudeur, si on veut, on peut dévisser ça ici. On peut ouvrir ça et on voit à l'intérieur. Donc, on a 2 engrenages. Alors, le filament se fait pousser par 2 engrenages en métal. Donc, contrairement à ici, où on a un engrenage, mais avec l'autre côté, une roulette normale. Là, ici, c'est vraiment 2 engrenages en métal. Donc, c'est assez solide. Et on peut ensuite revisser ça comme ça. Et avec le ressort, on peut bien compresser les 2 roulettes ensemble. Sur le moteur de l'extrudeur, ils ont mis cette roulette-là ici, qu'on peut faire tourner manuellement et très facilement. Et donc, c'est une façon super pratique de faire couler du filament manuellement. Mon capteur de présence de filament, il est juste ici. Donc, mon filament, il entre là, il passe dans le capteur, puis ensuite, ça s'en va dans l'extrudeur. Les roulettes en caoutchouc, je vous rassure, on a des excentriques. Voilà, donc on peut ajuster ça pour s'assurer que ça morde bien puis que ça bouge pas n'importe comment. On en a pour l'axe des X, on en a pour l'axe des Z et bien sûr pour l'axe des Y, on en a sous le plateau. Donc c'est assez important d'ajuster les roulettes et on dirait que je pourrais ajuster mes roulettes un petit peu. Mon plateau, il semble bouger. Donc très important d'ajuster les excentriques avant d'utiliser l'imprimante. La surface du plateau chauffant, personnellement, je trouve qu'elle colle super bien. Par contre, que ce soit chaud ou froid, le plastique est un peu difficile à décoller. Ça prend vraiment une spatule pour décoller les pièces, mais j'ai jamais eu besoin de mettre de colle en bâton là-dessus. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment des résidus de plastique, c'est pas de la colle. Donc moi, c'est une surface que j'aime beaucoup. C'est la même que sur la Hortur 4. L'imprimante est branchée, je vais appuyer sur On et comme vous pouvez constater, il ne se passe rien. Je dois vraiment appuyer sur le bouton ici. J'appuie. Et voilà, ça allume. Donc, juste avant de vous montrer l'interface actuelle, je veux vous montrer l'ancienne interface. Donc, vous voyez que les couleurs ne sont pas les mêmes. Les boutons se ressemblent pas mal, mais plusieurs différences entre l'ancienne interface et la nouvelle. Alors, je vous avais bel et bien dit que j'ai déjà reçu des mises à jour pour cette machine. Alors, on va faire le tour des menus. Dans Température, on peut choisir donc la température du plateau chauffant et la température de la buse. Et on a un graphique avec les températures cibles ainsi que les températures actuelles. Je trouve que cette imprimante-là chauffe plus rapidement que la Hortur 4, donc ça c'est bien. Tout en haut, on a un raccourci pour le PLA et on en a un pour l'ABS aussi. Donc ça change les températures et on peut changer les températures en cliquant ici. Et là, je pourrais écrire n'importe quoi. Voilà, je vais écrire ça pour l'exemple. Puis je pourrais dire OK ici. Donc là, je vais le remettre en PLA. Si je veux activer le chauffage de la buse, je clique ici. Même chose pour le plateau, je clique là. Donc là, pour l'instant, je vais les désactiver. On va faire précédent. Dans Motion, mouvement, on décide par quel bond on veut bouger. Donc de 0,1 mm à 50 mm à la fois. X, Y et Z. Puis le bouton ici, c'est pour faire un Home. Donc vous voyez, l'imprimante bouge actuellement. Et pendant qu'elle bouge, ça me fait penser, cette machine-là a des pilotes de moteur qui sont super silencieux, ce qui fait que l'imprimante, quand elle bouge, on entend très peu les moteurs, on entend surtout les ventilateurs. Donc c'est une imprimante qui est généralement assez silencieuse et si quelqu'un voulait encore plus améliorer le niveau sonore de cette imprimante-là, il faudrait simplement changer les ventilateurs pour des ventilateurs qui sont plus silencieux et peut-être mettre les ventilateurs sur des petits morceaux de caoutchouc pour réduire les vibrations. De retour à l'interface, ce bouton-là, c'est en lien avec le leveling, on va en reparler tantôt, et celui tout à droite, c'est pour éteindre les moteurs. Vous voyez, Disable All Steppers. Dans le menu Extrude, je peux faire sortir du filament. 0,1 mm, 1 mm, 10 mm ou 50 mm. Ensuite, il y a le bouton Unload et Load qui a une distance qui est déjà calculée. Dans Outils, on a les outils de leveling. On va y revenir.
On a la fonction de reprise après panne de courant. Malheureusement, dans ma version du firmware, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas encore. Donc, c'est désactivé. J'espère que ça va être corrigé dans une prochaine version. Factory Reset pour remettre l'imprimante aux paramètres par défaut. Diagnostic, ça nous montre l'état des capteurs, donc quel capteur est actif, quel capteur est inactif. FRS, c'est le capteur de présence de filament, donc ça fonctionne. Light, ça en fait, c'est la toute petite lumière qu'il y a juste ici. Il y a une LED juste à côté de la buse, donc la zone d'impression est toujours éclairée. Alors, on peut éteindre cette lumière-là à partir d'ici. Et Power, en fait, c'est qu'à partir de là, on peut éteindre l'imprimante. Comme je vous ai expliqué, l'alimentation passe par un relais qui est activé par ce bouton-là, mais aussi la carte mère peut contrôler elle-même le relais de l'alimentation. Et donc, à partir de ce bouton-là, on peut éteindre l'imprimante complètement couper l'alimentation, comme si on appuyait longtemps sur ce bouton-là ici. Donc ici, on voit qu'on a le firmware Marlin Realtime OS 2.1.6 et quand on clique dessus, il ne se passe rien et About non plus. Ensuite, dans Imprimer, bien sûr, c'est ici qu'on peut cliquer sur un fichier et commencer à imprimer. Donc, l'interface, c'est possible que ça change un petit peu. C'est possible qu'il y ait des fonctions qui se fassent ajouter et qui se fassent améliorer. Comme je vous ai expliqué, c'est une imprimante qui est très récente. Donc, c'est possible qu'il y ait encore des mises à jour. On va aller dans Tool, on va aller dans Leveling. On va parler du nivelage. Par défaut, l'imprimante est en nivelage manuel, c'est-à-dire que lorsqu'on éteint l'imprimante et qu'on l'allume, automatiquement, le capteur de nivelage automatique n'est pas activé. Alors ça, peut-être que dans une mise à jour, ça va changer, peut-être que ça va sauvegarder l'état qu'on veut. En tout cas, moi, personnellement, j'aimerais que ça sauvegarde l'état. Mais au moment où je fais cette vidéo, dès que j'allume l'imprimante, automatiquement, elle est en nivelage manuel. Le nivelage manuel, c'est cette interface-là ici. On a des points et lorsqu'on clique sur les points, l'imprimante va se rendre donc à ce point. Alors si je clique sur le premier point, déjà apparemment il fallait que je fasse un home moi-même. On dirait que l'imprimante ne le fait pas elle-même. Au moins l'imprimante m'a averti que je dois faire un home. Elle n'a pas juste été au point, à l'endroit où elle pensait qu'il était sans avoir fait de home. Mais je pense que ça serait bon par défaut, si le home n'a pas été fait, que ça se fasse automatiquement. Donc, on appuie sur un point, l'imprimante va se rendre à ce point, et ensuite, on peut faire le nivelage manuel du plateau. Donc ça, même si on compte utiliser le nivelage automatique, c'est important de bien niveler le plateau quand même, le mieux possible. Et une fois que le plateau est bien nivelé, on peut faire la procédure du nivelage automatique, et ensuite, on touche pratiquement plus au plateau, à moins qu'il y ait un désajustement majeur. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on ajuste un plateau chauffant? On prend une feuille de papier, donc par exemple ici j'ai mes notes pour cette vidéo. Je prends la feuille de papier, je la glisse entre le plateau et la buse et il doit y avoir un tout petit peu de friction, très peu. En utilisant les roulettes, on fait monter ou descendre le plateau, donc le plateau s'éloigne ou se rapproche de la buse. On fait ça sur les 4 points. Ensuite, on peut le refaire une deuxième fois pour être certain. Et à partir du moment où est-ce que le plateau est bien de niveau, en théorie, je peux prendre cette feuille de papier et partout sur le plateau, en dessous de la buse, je peux passer le papier et ça frotte un tout petit peu, très peu. Une fois que ça c'est fait, soit qu'on utilise l'imprimante comme ça, ou sinon on peut aller utiliser le nivelage automatique. Pour faire ça, je clique sur le bouton en haut, nivelage automatique. Bon là, il y a un petit peu de reflet, mais bref, vous voyez le premier bouton, ça s'appelle Auto Leveling. Quand j'appuie là-dessus, l'imprimante, elle va aller tester plusieurs points sur le plateau avec le capteur et elle va déterminer à quel endroit le plateau est un petit peu plus haut, à quel endroit le plateau est un petit peu plus bas et ça va compenser pour les imperfections de l'ajustement du plateau, mais aussi les imperfections de la conception du plateau, à quel point le plateau est bien plat, parce que c'est possible que le plateau ne soit pas parfaitement plat. Alors le capteur, lui, il vient compenser pour tout ça. Alors quand on est en nivelage automatique, les moteurs de l'axe des Z, ils vont continuellement bouger un petit peu pour faire monter et descendre la buse selon les mesures du capteur pour que ce soit toujours parfaitement droit, pour que ce soit parfaitement ajusté partout. De préférence, on fait l'auto-leveling sur un plateau qui est déjà chaud. Donc, si vous imprimez à 60 degrés, il faut faire de préférence l'auto-leveling sur un plateau qui est à 60 degrés parce que le plateau peut changer de forme un petit peu avec la température. State, si je fais un peu d'ombre, vous voyez ici, c'est écrit Disabled. Ça veut dire que l'auto-leveling, actuellement, il est désactivé. Puis, à partir du moment où on a fait
l'auto-leveling, la mesure des points sur le plateau. On peut cliquer ici pour l'activer. Une fois que ça c'est fait, on peut faire sauvegarder le mesh, sauvegarder les mesures, et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on redémarre l'imprimante, on n'a plus besoin de refaire l'auto-leveling. Tout ce qu'il faut faire, c'est recliquer sur Enable parce que en ce moment, avec la version du firmware que j'ai, quand je redémarre l'imprimante par défaut, ça se met en Disabled. Alors, il faut l'activer, mais au moins, le mesh est bel et bien sauvegardé. Le Z offset ici, c'est la mesure de la différence de hauteur entre mon capteur et ma buse. Comme vous pouvez voir, la buse, elle est très près du plateau. Encore une fois, si je passe une feuille de papier, vous voyez, je suis capable de la glisser. Ça frotte juste un petit peu. Alors, la buse, elle est très près du plateau pour pouvoir imprimer, mais naturellement, le capteur, il faut qu'il soit un peu plus haut que la buse pour pas accrocher partout pendant qu'on fait de l'impression. Il faut nécessairement que la buse soit plus basse que le capteur. Et donc, on peut mesurer cette distance et l'inclure dans le Z offset. Mais si vous n'avez pas envie de faire des calculs, puisque le capteur est très accessible sur cette imprimante, on peut faire une petite ruse. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et ça a très bien fonctionné. Je vous explique. J'ai fait le nivelage de mon plateau manuel et ensuite, j'ai apporté mon axe des X au milieu à peu près de mon axe des Y. Puisque le plateau était de niveau, ma buse était à la bonne hauteur par rapport à mon plateau. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé un tout petit peu le support pour le capteur de filament. Et puisque le capteur est fileté, je peux tout simplement le visser ou le dévisser et ça va le faire monter ou descendre très graduellement. Et donc, ce que j'ai fait, puisque je savais que ma buse était à la bonne hauteur, c'est que j'ai fait descendre le capteur pile jusqu'au moment où la lumière sur le dessus allume. Donc là, vous voyez, si je bouge le capteur, il y a très peu de jeu. Je fais juste ça comme ça, puis ça allume. Donc, on est pratiquement à la même hauteur avec le capteur qu'avec le capteur de l'axe des Z. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais essayer. Apporter le capteur à la bonne hauteur, puis ça a très bien fonctionné. Donc, c'est ce qu'il y en est pour l'auto-leveling. Et je pense qu'on a fait le tour de l'interface. Donc là, je pense que je vais vous faire une démonstration de comment démarrer une impression. Donc, moi, j'aime bien préparer mes températures immédiatement. Donc, moi, je chauffe ça à 220 pour mon PLA. Donc, j'appuie pour activer la buse et ensuite le plateau 60 degrés, c'est déjà bon. Donc, on va laisser chauffer ça. Pendant que ça chauffe, on peut commencer à mettre le filament dans l'imprimante. Je mets le filament sur le support à l'arrière. Ensuite, je le fais entrer dans le tube ici. Et parfois, quand le filament est trop courbé, c'est pas toujours facile de le faire passer. Donc, des fois, il faut le faire tourner un petit peu, puis ça finit par traverser ici. Donc, je pousse. Je vais pousser jusqu'à temps que ça bloque. Donc, voilà, ça vient de bloquer ici dans mes engrenages. On voit qu'on est déjà à la bonne température, donc même qu'elle est un petit peu plus élevée. Elle va redescendre tranquillement. Vous voyez la courbe, qu'est-ce que ça a donné ici. Et ça a été très rapide à chauffer. Donc, ça a chauffé en peut-être 2 minutes, ce qui est très raisonnable. À partir du moment où c'est chaud, soit qu'on va dans les menus pour faire extruder du filament, ou sinon, on peut bouger l'axe des X tout à gauche. Donc, ma buse, elle est juste ici, à côté du plateau. Et je peux faire tourner cette roulette-là ici, la roulette de l'extrudeur, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans un sens horaire. Je tourne, et vous voyez peut-être ici, le filament bouge, donc ça a commencé à tirer. Et là, vous voyez qu'il y a du filament qui commence à sortir. Et là, le filament est gris, parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai imprimé en gris. Et voilà, ça commence à devenir bronze, comme le filament que j'ai mis. Et voilà. Donc, on peut maintenant enlever ça. Et maintenant que le filament a été inséré et qu'on est déjà à bonne température et que le plateau est déjà bien de niveau et que le nivelage automatique est activé, on peut faire Print, on peut cliquer sur ce qu'on veut imprimer, donc les fichiers qu'on a préparés à l'ordinateur, on fait Confirmer et voilà, l'imprimante va se mettre en position Home et elle va commencer à imprimer ce qu'on veut. Donc, je vous zoome un petit peu là-dessus. Vous voyez, ça colle super bien. Et puisque c'est du nivelage automatique et qu'on a bien fait le nivelage, eh bien forcément, c'est super bien calibré. Donc, moi, je vais arrêter cette impression. Je vais tout de suite vous montrer comment retirer le filament, ou du moins comment moi je le fais. Puis ensuite, on va aller voir des timelapses de quelques trucs que j'ai déjà imprimés. Donc, on clique sur température, puis ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est faire fondre le filament à 180 degrés.
Voilà, parce qu'à 180 degrés, c'est assez chaud pour que le filament soit fondu, mais c'est pas trop chaud pour faire remonter du filament fondu dans le tube PTFE parce que ça peut ruiner le tube. Donc le but, c'est que le filament soit assez fondu pour qu'on puisse l'enlever, mais qu'il soit assez dur pour pas faire entrer du filament fondu un peu partout. OK, je suis à température, donc ce que je vais faire, je vais dévisser la vis ici un petit peu pour pouvoir tirer, parce que quand je tire, ça sépare les engrenages. Donc, je tire. Moi, j'aime ça faire couler un petit peu de filament, puis ensuite, je tire assez agressivement. Et voilà, je fais sortir le filament. Et comme vous pouvez constater, ça a sorti quand même assez clean. Ça n'a pas sorti là, avec un gros bout comme ça, super mou avec des fils d'araignée. Ça a coupé assez clean et c'est ça qu'on veut. Alors ça, pour moi, c'est la façon la plus facile de retirer le filament en réduisant les risques qu'il y ait un bouchon qui veulent se former. Et une autre bonne pratique que j'aime répéter, c'est que lorsque l'imprimante a terminé d'imprimer une pièce, c'est important d'attendre que l'imprimante soit redevenue température pièce avant de l'éteindre, parce que sinon le ventilateur qui refroidit le haut de la tête d'impression, il va s'éteindre et donc la chaleur de la buse peut remonter en haut et encore une fois faire fondre du filament à des endroits où on ne veut pas qu'il soit fondu. Alors lorsque votre imprimante a terminé d'imprimer, et ça c'est bon pour toutes les imprimantes 3D, attendez que l'imprimante soit redevenue température pièce avant de l'éteindre. Même si vous avez retiré le filament, moi je conseille d'attendre que ce soit redevenu température pièce avant de l'éteindre. Donc on va aller voir quelques time-lapse d'impression que j'ai fait avec cette machine et ensuite on va regarder les résultats de plus près. OK, vous avez vu les timelapses, c'est maintenant l'heure de vous montrer les résultats. Et j'ai mis des gants blancs parce que je trouve que ça donne l'impression que je fais une présentation super officielle. Alors, regardons de plus près. Cube de calibration ici. Qualité des couches, très bonne. C'est imprimé en 0.2. Pas vraiment de ghosting autour des lettres, à ce que je peux voir. Donc, ça s'est très bien passé. Sur le dessus, le remplissage n'est pas parfait. Et la raison, elle est très simple, c'est parce que pour plusieurs de mes tests, je n'avais pas réalisé que l'imprimante, par défaut, elle se remettait en mode nivelage manuel. Donc à chaque fois, je pensais que j'étais en nivelage automatique et ce n'était pas le cas. Vous allez voir la différence lorsque j'ai amélioré mon nivelage manuel et que j'ai réactivé le nivelage automatique, mais généralement, très bon cube de calibration. Donc ça, c'est toujours le premier test que je fais pour savoir si l'imprimante peut imprimer quelque chose. Le classique, un BenchyBoat, le benchmark pour savoir si une imprimante est capable de faire des impressions de bonne qualité. Alors, au niveau de la coque, c'est très bien. On n'a pas beaucoup de blobs, on en a très peu en fait. Bon, ce vert, c'est peut-être pas la meilleure couleur pour le voir à la caméra, mais en tout cas, moi je trouve que la coque est d'une très bonne qualité et je me rends compte que ces gants, c'est peut-être pas une si bonne idée parce que là, on dirait qu'il y a plein de fils d'araignée, mais il n'y en a vraiment aucun. C'est vraiment mes gants qui ont fait des petites poussières. Ici, ça a très bien été. Même chose ici. Même chose pour les fenêtres. On a deux petits trous ici et c'est pas vraiment de la sous-extrusion. Je pense que c'est peut-être de l'humidité dans le filament qui a causé ça. Ça fait des petites bulles d'air. Donc vous voyez, il y en a aussi un petit peu de ce côté-là. Donc ça, je pense que c'est la faute de mon filament. Il va être dû pour aller dans le déshydrateur. À l'arrière, voici à quoi ça ressemble. Donc peut-être que vous êtes capable de lire un petit peu. Hashtag 3D Benchy. Quand même pas si mal. On le voit toujours mieux en 0.1. Là, on est en 0.2. Le petit trou ici, ça a bien été. La première couche, on est capable de lire 3D.xyz. Et vous voyez, ça a vraiment un fini miroir parce que c'est un plastique qui est très lisse, la surface d'impression. La cheminée, elle est bien ronde. On voit le volant à l'intérieur. On n'a pas de fil d'araignée. Si jamais vous en voyez, je vous le dis, ce sont mes gants. Il n'y a pas eu de fil d'araignée pendant l'impression. Donc, généralement, un très beau Benchy. Le remplissage est mieux sur le Benchy que sur le cube de calibration. Ensuite, j'ai fait une expérience, j'ai imprimé ces deux vases. La différence entre ces deux vases, c'est que celui-là est imprimé
beaucoup plus rapidement que celui-ci. Celui que j'ai fait rapidement, il me semble que j'avais mis 100 ou 150 mm par seconde maximum. Malheureusement, je ne l'ai pas noté, j'aurais dû. Et ici, une vitesse plus raisonnable. Encore une fois, j'ai oublié de noter, mais c'était 40 ou 60 mm par seconde. Les deux impressions, côté solidité, c'est absolument la même chose. C'est juste un périmètre de large, mais la version qui a été imprimée plus lentement est définitivement plus jolie. Si on regarde, je vais vous zoomer, vous voyez que sur la version qui a été imprimée super rapidement, c'est pas super joli, il y a des petits débordements, et en fait, c'est partout autour, sauf quand la pièce devient assez large, puis ensuite, lorsque ça redevient petit, ça redevient moins joli. Donc, je pense que ce qui s'est passé ici, c'est qu'avec la vitesse, le plastique n'avait tout simplement pas le temps de se refroidir assez, parce que si on regarde, partout ici, il n'y a pas vraiment de défaut. C'est vraiment juste en haut ici et en bas où est-ce que le diamètre est plus petit. Si on regarde ensuite la version qui a été imprimée plus lentement, encore une fois, je vais vous zoomer. Et ça ici, si c'est pas parfait, c'est vraiment pas loin d'être parfait. Moi, je vois pas vraiment de défaut apparent comme ça. Même en haut ici, où est-ce que ça devient très étroit. Le plastique a eu le temps de refroidir lorsque j'imprimais à une vitesse plus raisonnable pour quelque chose qui est quand même là juste un périmètre de large, c'est extrêmement mince. Et les deux au niveau de la première couche, ça s'est bien passé. Donc l'imprimante est capable d'imprimer quand même bien rapidement. C'est certain que c'est mieux quand on imprime un peu plus lentement, mais vitesse prototype, c'est faisable. Bon, je me souviens pas exactement qu'est-ce que j'ai fait dans quel ordre, mais en tout cas, j'ai fait du filament flexible parce que justement, cette imprimante-là est pratique pour faire du filament flexible. Donc ici, j'ai imprimé un modèle d'un pneu pour voiture téléguidée. Puis je vais mettre les liens des objets que je vous présente dans la description de la vidéo. Et comme vous pouvez voir, c'est effectivement flexible. Je peux le plier au complet et il reprend sa forme originale sans s'endommager. Et ça, c'est pas imprimé en TPU, parce que j'ai commandé du TPU, mais je ne l'ai pas encore reçu, je ne l'ai pas eu à temps. Ça, c'est du soft PLA et je trouve que c'est un plastique très intéressant, le soft PLA, parce que c'est flexible, mais c'est pas élastique, donc c'est assez facile à imprimer, même si c'est flexible. Du TPU, c'est assez élastique, donc on peut avoir quelques problèmes au niveau des rétractions et tout. Ça, j'ai été capable de l'imprimer avec des rétractions de 5 mm et j'ai pas eu de problème. Normalement, on dirait même que les rétractions, il faudrait les désactiver lorsqu'on fait du flexible, mais avec du soft PLA, ça pardonne quand même. Donc voilà, un pneu imprimé en 3D pour une voiture téléguidée. Puis ça, je l'ai imprimé avec 3 périmètres de large, 4 couches pour le dessus, 4 couches pour le dessous, mais aucun infill à l'intérieur. Et vous voyez au niveau du remplissage sur le dessus, ça s'est très bien passé. Et le dessous, encore une fois, très bien été pour cette couche-là. Et on voit les crampons, tous les détails, donc une impression qui est pratiquement parfaite ça aussi. Donc très satisfait. Ensuite, je me suis imprimé ça ici. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un support à clé USB, carte SD et carte micro SD. Donc, le gros rectangle au milieu, c'est pour la clé USB. La fente qui fait toute la largeur, c'est pour les cartes SD. Et les petites fentes comme ça, c'est pour les cartes micro SD. Donc, un genre de support multifonction. Donc, j'en ai fait 2. Un que je laisse à l'atelier et un pour chez moi. Et là aussi, la surface du dessus n'a pas eu un remplissage parfait. Et c'est avec cette impression-là que j'ai découvert que le nivelage automatique se désactivait lorsqu'on redémarre l'imprimante. Donc, j'ai eu le temps d'imprimer tout ce que je vous ai présenté et j'ai imprimé ça et c'est là que je m'en suis rendu compte. Donc, la prochaine impression que je vais vous présenter, vous allez voir que le remplissage sur le dessus, il est excellent. Mais bref, je vais vous montrer cette pièce-là encore un petit peu. Si on regarde au niveau du périmètre, ça a très bien imprimé. C'est super lisse, on n'a pas de débordement ou quoi que ce soit. Une excellente qualité à ce niveau-là, c'est imprimé en 0.2 mm de résolution. Première couche absolument parfaite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai découvert que le nivelage automatique se désactivait par défaut, je me suis assuré que mes ajustements étaient bons et ensuite j'ai activé le nivelage automatique et j'ai imprimé cette petite carte que vous voyez à l'écran. Et cette petite carte, déjà, comme vous pouvez le constater, le remplissage est absolument parfait, mais ensuite, on peut briser les petites composantes et ça donne ça ici. C'est un petit avion et ça a très bien fonctionné. Si je vous zoome ici, vous voyez, on n'a absolument
aucun trou à la surface maintenant que le nivellage automatique était actif. Donc, on voit que ça fonctionne extrêmement bien. Et si on regarde en dessous, on voit que les premières couches ont bien imprimé aussi. Donc ça a été un succès. Par contre, les hélices, il faudrait que je les colle parce qu'elles sont portées à tomber. Mais voilà, ça donne un petit avion comme ça. C'est super facile à imprimer et à assembler. Par contre, le modèle avait un défaut. Et vous voyez ici, ça fait un truc super bizarre. Et ça, c'est pas la faute de l'imprimante. Simplifier 3D, quand j'ai fait un scan des défauts de modèle, il a réussi à trouver ce problème-là. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu confirmer qu'effectivement, c'est le modèle qui était problématique et non l'imprimante. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est un glitch informatique, mais qui s'est matérialisé dans la vraie vie. C'est un peu particulier quand on y pense comme ça, mais voilà, le modèle avait un défaut. Et en fait, le modèle avait deux défauts, parce que normalement, j'étais censé avoir deux petites roulettes pour un genre de train d'atterrissage. Et dans Simplifier 3D, je vois les roulettes, et quand je fais Prepare to Print et que je vois le modèle une fois slicé, une fois prêt à imprimer, les roulettes disparaissent. Donc encore une fois, pas de la faute de l'imprimante, c'est le modèle qui avait des défauts. Mais cela dit, ça a quand même donné ça. Et je trouve que c'est super cool. Bon, c'est maintenant l'heure de conclure cette vidéo maintenant que je vous ai présenté l'imprimante, je vous ai présenté l'interface, je vous ai montré comment elle fonctionne, je vous ai montré des timelapse d'impression 3D et je vous ai montré la qualité que j'ai obtenue. Alors, finalement, qu'est-ce que j'en pense de cette imprimante-là? Majoritairement, j'ai eu une très bonne expérience. Si je récapitule les seuls points négatifs que j'ai observés, le support pour le capteur de nivellage automatique, c'était quelque chose qui était imprimé en 3D à l'usine et probablement que ça a été imprimé trop rapidement, il n'était pas solide, il a fallu que j'en fabrique un autre. Le mode auto-leveling, par défaut, il est éteint lorsqu'on redémarre l'imprimante, quelque chose qui peut être corrigé dans un prochain firmware, j'espère. La fonction de reprise après panne de courant que je ne peux pas utiliser, lorsque je l'active et que je démarre une impression 3D, immédiatement, ça me dit qu'il y a une panne de courant et l'imprimante redémarre. Et quand je désactive cette fonction, il n'y a aucune panne de courant qui est détectée. Puis c'est normal, dans mes tests, il n'y a pas eu de panne de courant. Donc c'est une fonction qui a l'air d'être buggée encore. Donc je pense que côté firmware, ça peut être peaufiné encore un petit peu. Mais côté construction, en général, la structure de l'imprimante est très solide. J'aime le fait qu'il y a une courroie de synchronisation pour les deux tiges filetées de l'axe des Z. J'ai beaucoup aimé l'extrudeur Direct Drive. J'ai eu aucun bouchon de plastique, donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Il y a des imprimantes qui sont portées à en faire plus facilement que d'autres, donc moi, je suis satisfait de mon expérience ici. Côté qualité d'impression, vous l'avez vu, ça a donné des résultats qui sont excellents, autant au niveau du plastique flexible que du PLA normal. La buse chauffe rapidement, le plateau chauffe rapidement, donc moi, je suis très content de cette imprimante-là. Je vais continuer mes discussions avec GearBest pour parler du firmware. J'espère que les bugs que je vous ai expliqués dans cette vidéo vont être corrigés très bientôt. C'est une imprimante qui vient tout juste de sortir, donc faut s'y attendre. Alors, ça conclut la vidéo. Encore une fois, si vous voulez soutenir ma chaîne et que cette imprimante vous intéresse et que vous voulez vous la procurer, j'ai des liens affiliés dans la description de la vidéo. Alors, si vous utilisez ces liens, merci pour votre soutien. Si je finis par recevoir mon filament super flexible, mon TPU, on pourra tester le TPU sur cette imprimante-là. C'est plus élastique que du soft PLA comme j'ai utilisé ici, donc ça va être intéressant de le tester. Ça fait un petit bout déjà que j'ai commandé ce plastique-là, donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est rendu. Avec la pandémie en ce moment, c'est pas toujours évident niveau expédition, il y a des délais. Profil Simplifier 3D et Cura, ça va être disponible sur mon site web. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi je vous vois pour une prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!